Donc, rebonjour tout le monde. On continue dans notre épopée de gestion de programmes avec Express, donc la création de serveurs avec des API derrière. Donc, on s'était laissé la dernière fois avec le principe d'une application qui est capable de s'exécuter, puis une fois qu'il s'exécute, on peut la réexécuter puis avoir l'élément derrière. Un des éléments qui est fatigant avec ces possibilités-là, c'est que quand je roule le serveur, donc je le fais manuellement pour qu'on puisse bien le voir, puis que je l'exécute, je peux voir que je reçois l'élément. On n'ira pas dans les détails encore, on va le voir tantôt, mais on peut voir ici qu'on a un Hello World. Fait que je pourrais écrire bonjour B35, sauvegarder ça. Puis quand je vais aller chercher le résultat, je peux voir que le résultat ne change pas. Okay, donc ici, la problématique, c'est que par défaut, si je fais juste rouler Node avec notre programme, je n'ai pas de possibilité de rafraîchissement automatique. Quelque chose qui était géré de manière dynamique avec des frameworks comme Vite. Okay? Ce n'est pas disponible par défaut avec Express qu'on a installé de manière manuelle. Mais on a des possibilités pour être capable de gérer ce genre de problématique-là. Donc ici, ce qu'on peut aller faire, c'est qu'on peut aller regarder un autre projet de NPM qui s'appelle NodeMon. Donc je vais mettre le petit lien dans le chat. Donc, NodeMon qui me permet de déployer des applications en repartant automatiquement l'application à chaque fois qu'il y a un fichier qui a été modifié. Fait que le principe, c'est que lui, il refait pour nous le stop-play de manière automatique. Donc, le principe, c'est qu'on fait juste remplacer, on va l'installer, puis tu peux juste après ça remplacer le mot Node par le mot NodeMon, puis ça va exécuter cette version-là qui regarde les fichiers, puis qui fait juste repartir le serveur s'il y a une modification qui est détectée. Donc, pour être capable de l'installer puis de l'avoir de disponible, on peut utiliser la commande npm install avec le -g pour dire que ça va être de manière globale. Donc, ce ne sera pas juste pour le projet, ça va installer l'utilitaire pour qu'il soit disponible en tout temps à l'intérieur de ton environnement. Donc, ici, je vais mettre ça aussi dans le chat si vous voulez le déployer. Comme ça. Donc, le principe, c'est qu'une fois que ça a été fait, j'ai l'application qui est directement disponible. Attends, je vais la montrer. Donc, je peux l'utiliser en lui fournissant un script quelconque. Fait que là, quand je vais vouloir partir mes serveurs, je vais pouvoir dire, à la place de marquer Node, le nom du serveur, je vais pouvoir marquer NodeMon, puis là, mettre le nom de mon élément. Je peux voir que ça repart ça ici, ça regarde les différents fichiers, ça a parti mon application, puis ça part sur le port 3000. Là, si je l'ai reparti, j'ai la nouvelle version. Bonjour B35. Mais là, si je décide... Pardon, votre écran? Ah oui, on va voir l'écran. Pardon. Donc, si j'ai parti NodeMon, puis quand on va changer le fichier, et que je sauvegarde, donc que je sauvegarde, je peux voir ici qu'il a automatiquement reparti le serveur. Fait qu'à partir de là, quand je refais la requête, je peux voir que ça me dit bien le bon après-midi B35 derrière. Donc, ça me permet de voir le changement de manière instantanée. Faire attention, si on a des structures de données, qu'on a rajouté des choses, ça reset le serveur au complet. Là. Fait que il faut prendre ça en considération, mais c'est quand même un outil qui est facile et convivial à utiliser durant le développement. On a une dernière chose à faire attention, parce que quand on paye sur notre bouton Play, habituellement, ça va aller dans le output, mais par défaut, ça l'exécute Node, pas NodeMon.
Donc, pour être capable de changer ça, tu peux aller changer les configurations de l'extension. Fait que si tu t'en vas dans ton Code Runner, tu peux aller chercher les settings de l'extension. Ça t'apporte dans un petit menu, OK? Où c'est que tu as toutes les configurations possibles. Nous autres, ça va être de changer l'exécuteur d'un langage. Puis là, dans celui-là, je peux aller voir ici, là, moi je viens de le changer. Dans JavaScript, avant c'était juste Node. Ben, moi je le change pour exécuter NodeMon à la place. Fait que dans ce cas-là, quand je clique sur le play, je peux voir ici que ça leur part, ça l'écoute sur le port 3000. Puis si je change l'élément, je peux voir que ça leur part. Puis que même après l'avoir parti, j'ai la dernière version possible de disponible. Là, ici, il y a des codes d'échappement pour essayer de mettre de la couleur que le output ne contrôle pas correctement, là, mais ce n'est pas une grosse problématique. Parfait, fait qu'on peut Pouvez-vous juste répéter vite fait, justement, c'est quoi qu'il faut qu'on écrit dans la barre de recherche dans les settings de Code Runner pour changer ça? Ça a été un petit peu vite. Ouais. Tu le trouves dans ta liste d'extensions. Oui, ça c'est Dans correct. les extensions, tu peux aller dans ces settings d'extension. OK. Puis à l'intérieur de ça, il va y avoir le Executor Map qui va être un fichier que tu peux aller éditer manuellement. Puis dans ce fichier-là, tu as comme tous les noms de langage, puis la commande pour exécuter cet élément-là. Fait que nous autres, pour JavaScript, par défaut, c'était Node, mais nous autres, on veut utiliser NodeMon à la place. Ah, OK. Parfait, merci. Tu saves ça, puis là, après ça, c'est en business. OK. Ici, je me demande si il y a des versions. Pas de couleur. No colors. Hein, attends, on peut mettre ça en fait. On va mettre NodeMon. No colors. Attends. Comme ça, ça ne fera pas de problématique. Face play. Et là, on l'a tout beau. Hey, parle-moi de ça. Fait que tu peux mettre le NodeMon avec l'option No colors pour l'avoir sans avoir des affaires weird. Pour être capable de gérer ça directement. Fait que on a ça de fait. On est maintenant capable d'exécuter, d'avoir tout le temps la dernière version. Dès que je change, ça le met à jour. Puis je peux voir le résultat de la mise à jour directement. Super. Fait que on est maintenant vraiment béton du point de vue outillage. Là, ce qu'on va aller regarder aujourd'hui, c'est comment faire fonctionner ça. Là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Fait que on va retourner sur notre site d'Express et on va retourner voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette application-là de base. Donc, quand on travaille avec le serveur d'Express, il va y avoir certains éléments comme de base qu'il va falloir toujours avoir. Puis après ça, il va y avoir une partie de configuration pour décider qu'est-ce que nous, on veut dans notre application. Fait que dans les éléments de base, si on commence, on a une première instruction qui va être l'importation de la librairie, hein, parce que Express est une librairie qu'on a installée, puis on veut l'utiliser dans notre projet. Donc ici, on utilise le mot-clé require. Donc, quand je vous parle d'importation, quand on a travaillé avec le front-end, on avait vu qu'il y avait la commande import, hein, qui était capable d'importer des choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la commande import, c'est quelque chose de quand même nouveau dans le monde du JavaScript. Avant, import n'existait pas. Puis, pour être capable de gérer justement des librairies externes qu'on voulait comme travailler avec,
Node, quand il a été créé, lui a créé son propre système d'importation. Donc, puisqu'il n'y en avait pas dans le langage lui-même, mais que c'était une fonctionnalité qu'on voulait, ben, il a créé son propre système d'importation avec sa propre syntaxe. Fait que le require que vous voyez ici, c'est la syntaxe de Node pour être capable de faire l'importation de librairies, l'importation de fichiers, l'importation d'éléments externes. Fait que le require ici import quelque chose. Qu'est-ce qu'il importe? Il importe la librairie Express. Okay? Donc, on peut voir ici que c'est un objet quelconque qui a toutes les fonctionnalités du serveur Express à l'intérieur. Ensuite, on utilise un espèce de constructeur là, donc on utilise qu'est-ce qu'on a importé comme fonction. Donc, ça me permet de construire le serveur okay, avec des configurations vides. Fait que ça devient par convention, ça devient le app. Donc ici, le nom que j'ai donné ici, c'est complètement arbitraire, mais dans tous les tutoriels, dans tous les différents logiciels qui gèrent de la configuration de serveur, ça va toujours s'appeler app. Donc, dès qu'on parle du app, on sait que c'est l'objet qui représente la configuration de notre serveur. Donc, on crée un serveur qui n'a aucune configuration que nous, on va vouloir configurer. On a une petite constante qui me permet de sélectionner le port qui va être utilisé plus tard, mais on pourrait se faire fi de cette valeur-là puis l'écrire manuellement ici. C'est juste pour qu'on ait un endroit central pour le voir. Fait qu'on a le app, puis c'est ça qu'on veut configurer. Fait qu'on peut voir ici qu'ensuite on a des méthodes de configuration. C'est ça qu'on va aller regarder, qu'est-ce qui se passe avec aujourd'hui. Donc, en ce moment, c'est marqué app.get, parenthèse, blablabla, recrez, accolade, il y a plein de choses qui se passent, on va décortiquer ça. OK, donc il y a des méthodes qui permettent de faire des configurations. Puis, on va en avoir plusieurs, fait qu'il y a plein de choses qui vont se passer dans le milieu de notre affaire. Donc, cette configuration-là, c'est une configuration qui gère la racine du site, puis qui retourne le texte « Hello World ». Ça pourrait être d'autres endroits, ça pourrait être d'autres tours, hein, il y a plein de possibilités. C'est ça qu'on va changer nous autres, puis il peut en avoir d'autres à l'intérieur de ça. Mais cette partie-là est facultative, OK, puis va être modifiable. Donc, on va pouvoir en mettre plus, on va pouvoir en mettre moins, dépendamment de ce qu'on a besoin pour notre serveur. Puis finalement, on a une autre partie primordiale, obligatoire, qui va être, une fois qu'on a fini de configurer, hein, parce que ultimement, quand on roule ça roule de manière comme séquentielle, le code. Là. Donc, on a ces éléments-là qui configurent le serveur. Puis, une fois qu'on a tout configuré, on va pouvoir démarrer le serveur. Donc, le principe d'un serveur web, c'est que ça va répondre à des requêtes. Hein, parce que le serveur web, par défaut, hein, c'est un logiciel comme événementiel. Il va juste rouler en tout temps, puis il va attendre une requête pour pouvoir y répondre. Fait que le principe d'attendre des requêtes, c'est le principe d'écouter des requêtes. Fait qu'on peut voir ici qu'on a une méthode listen. Puis cette méthode-là, ça doit toujours être la dernière qui va démarrer notre serveur pour l'avoir en mode qui va rouler de manière continuelle. Donc, on peut voir ici, c'est la dernière chose. Puis après ça, quand ça tombe là-dessus, ça ne sort jamais de là. Okay, à moins que le serveur plante ou qu'il y ait une erreur fondamentale. Ça va juste tourner là-dedans avec les configurations pour être capable de bien travailler. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. On a la possibilité d'utiliser un générateur qui va créer comme une arborescence plus grande avec un site web derrière, puis comme plein d'affaires. Nous autres, c'est vraiment pas ce qu'on a de besoin dans ce cours-ci. Donc, on va faire fi de ça pour l'instant. Puis, on va juste y aller avec la configuration manuelle. C'est beaucoup plus simple et convivial. Okay, ça nous donne le app.js de base avec des
dépôt avec des routes, avec plein d'éléments autour, ce n'est pas des choses que nous, on a besoin. Par contre, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'être capable de configurer les différentes réponses, les différentes manières que notre application va travailler avec l'application. Donc, pour être capable de faire différentes configurations, chaque configuration représente ce qu'on appelle une route. Donc, quand on regarde notre code ici, puis qu'on a notre app.get à / qui fait quelque chose, ça ici, c'est la configuration d'une route. Okay, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, quand on veut faire du routage, quand on veut créer des routes, on va avoir une nomenclature qui est déjà prédéfinie. Hein? C'est une librairie, il faut juste apprendre comment elle fonctionne pour être capable de l'utiliser correctement. Fait que quand on veut aller travailler puis qu'on veut configurer une route, il va falloir avoir 3 informations différentes. Donc, la première information, ça va être à quelle méthode je veux répondre. OK? Donc, le principe, c'est qu'on va avoir cette information-là dans la configuration de notre serveur. Donc, le nom de la méthode, hein, le nom de la méthode HTTP, là. Get, put, post, delete, ainsi de suite. Il va falloir que j'aille le chemin auquel je veux répondre. Donc, le chemin, hein, on se souvient, on avait vu c'était quoi un URL. La partie du chemin, c'est quand on a l'autorité, hein, qui est le nom du serveur, le nom du domaine avec le port. Puis après ça, on a le chemin. Ça commence avec un /. Puis là, il peut y avoir plusieurs autres / pour indiquer plusieurs autres parties du dit chemin. Donc, il va falloir indiquer c'est quoi le chemin auquel je veux répondre. Puis, la troisième chose qu'il va y avoir, ça va être quoi la réponse? Okay? Qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je veux gérer cette réponse-là? Fait que si on regarde avec ces 3 éléments-là, comment est-ce que je vais construire une méthode qui va faire ça? Ben, on va avoir le app, donc notre objet de configuration. On va avoir le nom de la méthode HTTP en minuscule, okay, pour ne pas causer des problèmes de conflit de nom. Puis, ça va être le nom de la méthode HTTP, mais c'est en même temps le nom de la méthode que l'application a besoin. Donc, l'application a créé des méthodes du même nom pour faire ces configurations-là. Donc, quand je fais app.get, pour dire, ben, je veux gérer un get à un chemin spécifique. Fait que cette méthode-là, hein, c'est une méthode, une fonction, comme n'importe quelle autre, qui a des parenthèses, puis qui a à l'intérieur 2 paramètres. Le premier paramètre, ça va être le chemin auquel je veux répondre. Puis le deuxième paramètre, ça va être la fonction de gestion à exécuter comme réponse. Fait que si on prend ces connaissances-là, puis on essaye d'aller voir qu'est-ce qu'on avait à l'intérieur de notre application de base, ben, on avait notre app qui est toujours là, c'est la convention, c'est ça le nom de l'objet qu'on va configurer. On a un get qui va dire que ça va répondre aux méthodes get. On a ensuite une fonction. Puis là, ici, il faut faire attention à comment c'est fait. Ce n'est pas parce qu'il y a des sauts de ligne qu'on a des éléments. C'est une fonction qui a 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est quoi? Ça va être la route, le chemin. Donc, dans ce cas-ci, c'est un / tout seul. Ça veut dire que c'est juste la racine qui va être considérée. Puis, comme deuxième paramètre, j'ai tout ça ici, jusqu'à la fin de mon autre parenthèse. Donc, c'est quoi ça ici? Ben, c'est une fonction fléchée. Hein? Donc, les fonctions fléchées, on avait vu ça, qui est
une expression qui représente une fonction. Hein, parce que le principe, encore une fois, c'est que quand je suis en train de créer mon application, ce que j'écris, ça va être une série de configurations. Hein? Donc, je ne veux pas que ce soit du code qui va être exécuté quand il va passer au travers. Parce que quand il va passer par là, ça va juste être la configuration. Là. Ça va être dans les premières millisecondes du programme. Fait que moi, je vais être capable de dire, ben, quand tu vas recevoir une requête qui a cette forme-là, je veux que tu répondes cette chose-là. Je veux que ce soit ça le code que tu vas exécuter dans le futur. Donc, si on ne veut pas que ce soit du code qui soit exécuté, on ne va pas mettre du code direct, on va mettre du code avec une indirection. Fait que là, c'est pour ça qu'on fait une fonction fléchée, hein, pour dire, voici un bloc de code qui est représenté, que je te donne, puis que tu peux sauvegarder pour dire, ben, quand ça va être à ton tour, c'est ça que tu vas exécuter. Donc, on a ici une fonction fléchée qui a à l'intérieur différentes choses. Donc, on va aller regarder c'est quoi ces différents éléments-là. Là. Pour l'instant, on peut voir que c'est une fonction fléchée qui a 2 paramètres, puis qui, à l'intérieur, fait une seule opération en ce moment, qui va utiliser le res qu'on reçoit en deuxième paramètre, va utiliser la méthode send de cet élément-là, puis renvoie du texte. OK? Fait que, pour l'instant, on a juste cette vision-là des choses avec le apt-get, res-send, puis le hello world. On ne va pas trop se poser de questions sur comment on fait la réponse pour l'instant. On va se concentrer sur les différents chemins, les différentes méthodes, voir qu'est-ce qu'on peut faire comme modification avec ça. Fait que si je vais essayer différentes choses, je peux revenir dans ma section de code. Premièrement, pour tester que juste cette variation-là existe, et on va mettre ça ici à gauche, on va mettre ça à 2, puis là, on va avoir les deux côte à côte. Fait que premièrement, si j'essaye d'avoir un chemin qui n'est pas juste la racine, je peux voir que ça me donne le code de statut 404, hein, qui dit que je n'ai pas trouvé. Hein, c'est seulement si c'est... Oups. Seulement si c'est le bon chemin que ça me donne le résultat attendu. Puis aussi, il faut que ça soit la bonne méthode. Donc, si je change la méthode, admettons, je mets un put sur la racine, ben, encore une fois, j'ai une erreur 404. Hein, parce que quand on fait une requête HTTP, il y a 2 éléments fondamentaux qui viennent avec, la méthode et le chemin. Donc, c'est ces 2 éléments-là, ensemble, qui vont être capables de comme sélectionner la bonne configuration. Fait que si je vais être capable de gérer plus qu'une méthode, ben, je peux avoir dans ma section de configuration, hein, parce que cette partie-là est obligatoire, cette partie-là est obligatoire. C'est ici qu'on va venir s'amuser. Donc, on a un app.post à la place du get. On a les mêmes autres éléments par la suite, une fonction fléchée, un res.send. Puis, maintenant que j'ai ça, ben, je peux faire soit le get. Le get me donne mon premier résultat. Puis, si je fais un post, ben, là, ici, maintenant que cette nouvelle configuration-là est établie, c'est capable de me répondre avec le bon résultat de cette variation-là. Donc, je suis capable de changer le type de méthode dans la configuration, puis en avoir plusieurs pour être capable de répondre de manière différente à ce que j'ai besoin. Donc, je peux aussi changer le chemin. Donc, ici, on en essaye un autre. Donc, on a le principe du chemin qui peut changer. Donc, encore une fois, j'ai mis un put, mais je pourrais très bien mettre un get là, pour dire que c'est un chemin différent. Fait que là, quand je fais un get sur mon chemin de base, j'ai le ASDF B35.
Puis, si je veux avoir cette réponse-là, ben là, il faut que je change le chemin que j'interroge. Oups, on va aller à la fin dans la partie de chemin. Et ça me permet de retrouver l'élément qui vient avec. Donc, on a la possibilité de changer la méthode, changer le chemin, puis d'être capable d'avoir des résultats concordants par rapport à qu'est-ce qu'on recherche. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Parfait. Fait que on va continuer. Donc, on vient de voir un peu le basic routing. On va aller voir comment fonctionne du routing un petit peu plus fancy. Donc, on a le principe du routage qui me permet d'aller travailler avec les différentes apps avec le nom de la méthode. Si on s'en va voir la référence, hein, donc là ici, on aime toujours ça aussi. Hein, là, on est dans notre guide d'apprentissage. Donc, on se souvient que quand on veut apprendre des nouvelles technologies, hein, on a toujours la documentation habituellement de cette technologie-là qu'on veut aller voir. Il existe différentes ressources quand on travaille avec ces technologies-là, puis ils ont chacun leur but spécifique. Hein, si on se souvient, on était sur React.dev, on a 2 ressources de référence, d'autres on avait passé à travers hein, la partie d'apprentissage. Donc c'est là que ça m'explique les concepts, que ça prend pour acquis que je ne sais pas grand-chose. Mais il y a une deuxième fonctionnalité qui va être la référence, habituellement de l'API, habituellement de la librairie. Donc, la référence, c'est là qu'on va être capable de vraiment travailler sur c'est quoi les différentes variabilités, c'est quoi exactement ce que tu peux me donner, c'est quoi toutes tes fonctionnalités en long et en large. Il n'y a pas d'ordre habituellement, ça va être en ordre alphabétique. Il n'y a pas de... tu es supposé plus savoir où c'est que tu t'en vas. Là. Nous autres, on sait que c'est le useState qu'on veut utiliser habituellement. Puis là, on peut commencer à regarder comment est-ce que le useState fonctionne à l'intérieur de cet élément-là. Mais... ouais. Non, il y avait un micro. Donc, on a ce même principe-là quand on travaille avec Express. Donc, on a le principe du routage, puis on peut aller voir la liste des différentes méthodes. Donc, on a le get, le post, le put et toutes les autres méthodes possibles. Les différentes méthodes possibles, c'est toutes ceux-là, c'est vraiment toutes les méthodes HTTP possibles. Là. Fait que le put, le post, le get, le delete sont toutes là, mais il y en a un paquet d'autres qui existent dans la norme, mais qu'il n'y a pas tant de monde qui vont les utiliser. Donc, ça le dit, là, même dans l'API, on a le get, le post, le put, le delete, là, mais les autres existent. Ça se peut. Donc, c'est accessible aussi. Puis, on peut voir comment est-ce que ça va fonctionner. On a hein, la méthode avec 2 paramètres, puis on en a même un 3e facultatif qu'on va voir plus tard. Donc, le chemin, puis là, on va pouvoir aller voir les différents types de chemins. On va aller voir tantôt aussi dans la documentation comment ça fonctionne. Puis le principe du callback qui va avoir une forme spécifique. OK, donc on va aller regarder comment travailler avec cette forme spécifique-là du callback aussi. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'autres fonctionnalités que juste le app.method. On peut aussi utiliser le app.all. Fait que c'est le même principe que le app.method. C'est juste qu'à la place d'être une méthode spécifique, c'est toutes les méthodes HTTP. OK, fait que si on essaye ça,
ça que je voulais. Comme ça. On va faire all. On va marquer test. Je vais sauvegarder ça. Fait que je me suis créé une nouvelle méthode all pour être capable d'aller voir sur test. On essaye de changer notre environnement. On met test. Puis là, je peux voir que ça a été la méthode spécifique. Je ne sais pas c'est quoi la méthode. Mais si j'essaie avec le post, je peux voir que ça me donne le même résultat. Le head. Là, ici, lui, il ne me donne pas de résultat. C'est normal. Il n'y a pas de réponse dans le head. Mais le delete, le put, le get, OK, sont toutes sur le même. Fait que là, on peut se poser des questions de configuration. Qu'est-ce qui arrive si j'en ai qui sont en conflit? Comme ça, là. Fait que là, le principe, c'est que j'ai le all, hein, qui est un test, puis j'ai le get, qui a aussi test. Fait que là, la question, c'est, OK, bon, si je fais un put, admettons, je peux voir que j'ai la bonne chose, mais si je fais un get, qu'est-ce qui se passe? Fait que quand je fais un get, je peux voir que il a pris celui-là, puis il n'a pas pris celui-là. Fait que là, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il a décidé de prendre celui-là ou il a décidé de prendre celui-là? Il y a différentes possibilités. Hein. Ça se peut que ça soit parce qu'il est plus spécifique. Ça pourrait être une raison, mais c'est pas celle-là qui est réelle. En vérité, quand on travaille avec Express puis la configuration de serveur, donc je refais le poll, je suis sur le all, je fais le put, je suis sur all, puis là je fais le get, je l'ai changé de place. Là, quand je fais le get, il me donne celui-là. Il ne me donne plus celui-là. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que quand je fais la configuration du serveur, chaque configuration se fait mettre dans une espèce de méga if. OK? Puis, quand je reçois une requête, je vais essayer de le faire fitter en ordre sur chacune des configurations que j'ai essayées. Fait que le principe, c'est que, OK, j'ai un get sur test. Est-ce que toi, get sur test, ça marche? Non. Get sur test, ça marche? Non. Get sur test, ça marche? Non. Get sur test, ah oui, c'est valide. Donc, c'est à toi que je vais. Donc, il faut faire attention. L'ordre des différents paramètres a une importance quand on travaille avec ces éléments-là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Question? Oui. Donc, j'imagine que si tu veux un all pour faire un genre de catch all pour les autres choses, il faudrait mettre tes autres méthodes définies avant. Exactement. Donc, un peu comme quand tu fais un if, tu vas toujours mettre tes configurations les plus spécifiques ou les plus limitantes en premier, puis les configurations les plus générales ou les plus englobantes à la fin. Pour ne pas éviter, parce que là, ici, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce code-là, il est mort. Là. Je ne peux jamais me rendre là. Parce que s'il y a un get qui est rempli dans test, il va être pogné par le all en premier. Fait que ce code-là, je peux juste jamais y arriver à cause qu'il est après une version plus englobante. Excellent. Donc, on a aussi un autre app.quelque chose qui va gérer des requêtes, qui est le app.use. Mais celui-là, c'est pour du middleware qu'on va jaser un petit peu plus tard. Donc, on va se la garder dans notre pochette arrière en ne sachant pas trop encore qu'est-ce que ça fait. On sait qu'elle existe. Ça, c'est bon. Parfait, on a tout ça. On a ensuite le principe de qu'est-ce que je mets dans la route. Hein, donc, jusqu'à présent, j'ai utilisé des noms de route qui étaient purement textuellement
sélectionné. Donc, il fallait que ça soit exactement le même nom de route pour que ça marche. Mais il existe différentes manières de représenter des routes. Hein? Si on regardait dans cette liste-là, là, puis qu'on s'en allait voir la liste des paths, on peut avoir des paths directs, on peut avoir des paths patterns, on peut avoir des expressions régulières, puis on peut aussi avoir des arrays. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, tous ces éléments-là? Donc, la première chose, ça va être d'avoir des éléments pour des expressions régulières. Donc, si je vous parle d'expression régulière, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu auparavant? Yes, no, maybe. Sinon, on va faire un petit aparté. Oui, c'est chill? Ouais. OK. On a des parts. C'est ça. C'est des choses super avancées, là, mais... Non, c'est ça. Puis, anyway, des expressions régulières, habituellement, tu prends le travail de d'autres personnes, OK, pour être capable de le faire, là. Parce que si, mettons, on s'en va dans une librairie, puis on dit les années avec des leap years. OK, fait que tu peux avoir un principe de formule qui est habituellement complètement illisible. Ça ressemble à des choses illisibles, qui me permettent de avoir un pattern que je peux vérifier ou pas. Hein? Donc, attends, on va essayer de voir. Fait qu'on a ici une version qui me permet de détecter si c'est une adresse courriel. Okay? Parce que c'est compliqué des adresses courriel. Hein? Parce que ça peut être des noms avec un A commercial, avec le nom de domaine, mais ça se peut qu'il y ait d'autres choses à l'intérieur qui fonctionnent pas. Okay? Donc, il y a des choses qui sont valides, il y a des choses invalides. Puis, le principe, c'est qu'on a différents outils, des tokens qui me permettent de dire, ben, ça va être telle affaire, ou telle autre affaire, ou telle autre chose, ou dans tel pattern, ou tous ces différents éléments-là qui permettent de détecter est-ce que ça fit ou pas avec ce que j'ai besoin. Fait que ce principe-là peut aussi être appliqué quand on a des routes avec Express. Donc, les caractères point d'interrogation, plus et étoile peuvent travailler de la même manière qu'on travaille avec les expressions régulières. Donc, le point d'interrogation me permet de dire que ça peut être facultatif. Le plus, donc ça peut être là ou pas. Le plus me permet de dire qu'il y en a un ou plus de répétitions de ce pattern-là. Puis l'étoile me permet de dire qu'il y a de 0 à une infinité de répétitions. Puis les parenthèses me permettent de regrouper des éléments où c'est que je peux mettre d'autres dénotations de répétition. Faut faire attention, on a les tirets puis les points qui ne sont pas considérés comme étant des éléments qui sont habituellement dans des expressions régulières. Ça ne l'est pas ici parce que des fois, ça peut être utile dans des URL. Fait que ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire par rapport à ça? Donc ici, on a un exemple où c'est que ça peut être A avec B ou pas B et CD. Donc le principe ici, c'est que ça répond à ACD et ça répond à ABCD. Ça va fonctionner avec les deux. Même principe ici, c'est A avec au moins un B, mais il peut y en avoir plusieurs après, puis que ça finit par CD. Donc ABCD, ABBCD, ABBBCD, puis ABBBBBBBBBBCD. C'est toutes des choses qui fonctionnent. Ça, c'est bon. Fait que c'est le même principe. OK, c'est des expressions à l'intérieur. Il existe aussi à l'intérieur de JavaScript donc à l'intérieur de JavaScript lui-même,
on a le principe de création d'expressions régulières. Donc, je peux me créer les mêmes patterns vraiment fancy qu'il y a ici. Là. Donc, on peut même le sélectionner là, quand tu es dans regex 101. C'est quoi les options du regex de JavaScript? Puis, si c'est à l'intérieur de slash, ça va être le pattern à rechercher. OK? Puis après le slash, tu peux même mettre des flags pour dire global, juste la ligne in your case, des choses comme ça. Fait que tu peux utiliser des patterns complets en utilisant le pas double slash, mais slash à l'avant, slash à l'arrière pour être capable d'avoir des éléments qui sont plus complexes. Avant de continuer avec les paramètres de route, on va se prendre une petite pause. Fait qu'on va revenir à E5, donc 14h05, pour commencer à aller regarder comment envoyer des informations un petit peu plus dynamiques dans nos routes, puis être capable de recueillir ces informations-là dans notre serveur. Fait qu'on prend une petite pause, on revient à 14h05. À tout de suite. Donc, on s'était laissé avec les configurations de nos routes. Donc, on a on avait vu le principe d'expression régulière. Puis là, on va aller voir des éléments qui vont être un petit peu plus dynamiques pour qu'on puisse aller chercher ces éléments dynamiques-là pour les utiliser dans la création de mes API. Hein, parce qu'on se souvient, on est en train de vouloir créer des... c'est pas ce que je veux. On va aller regarder ça ici, puis on va aller regarder les idées derrière. Donc, on se disait qu'on pouvait avoir des ressources, hein, où c'est que je pouvais aller toutes les chercher, mais je peux aussi aller chercher comme un élément, mettons, d'un tableau, d'une source de données quelconque. Fait que là, de créer celui-là, à ce point-ci, on serait comme presque capable. On est capable de fournir de l'information sur une route avec une méthode. Mais là, celui-là est un petit peu plus difficile parce qu'il y a une partie qui est variable. Puis là, je ne veux pas commencer à faire dans ma configuration product/1, puis là, je copie-colle pour product/2, puis je copie-colle pour product/3, et ainsi de suite. Puis, même si j'utilise, admettons, des expressions régulières, ben, ça va me dire, oui, ok, je sais que c'était product/un nombre, mais moi, j'ai besoin de savoir c'est quoi ce nombre-là pour être capable de l'utiliser dans mon programme, pour aller chercher la bonne valeur, pour aller chercher le bon ID, pour aller chercher la bonne case dans mon tableau. Donc, on a la possibilité d'avoir des paramètres de route qui vont être des parties du chemin que je laisse variables, que tu peux rentrer comme n'importe quoi. Puis, je peux aller rechercher ces informations-là une fois qu'on va être dans la requête. Fait que, comment est-ce que ça fonctionne? Quand je vais spécifier la route, je vais, à l'intérieur de cette route, spécifier différents éléments avec un 2 points avant le nom. Donc, premièrement, un 2 points, ce n'est pas une valeur que tu as le droit de mettre dans un chemin habituel d'un URL. Donc, c'est un spécificateur spécial. Donc, je mets un 2 points, puis après ça, j'y donne un nom. OK? Puis ça va être comme le nom de la variable, le nom du paramètre. Donc, à partir de là, je peux avoir différentes parties du chemin avec différentes parties variables. Fait que je peux voir ici que j'ai users avec le user ID, j'ai le books avec le book ID, donc 2 paramètres. Puis là, quand moi, je vais aller chercher cette valeur-là, ben, le principe, c'est que quand je m'en vais sur cette route-là, je m'en vais sur la route users, donc ça, c'est exactement pareil. Mais là, après là, quand je vais chercher l'information, je peux marquer n'importe quoi. OK? Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces n'importe quoi-là vont être sauvegardés dans ce qu'on appelle les paramètres de la requête. Donc, comment est-ce que ça fonctionne?
j'ai, quand je travaille avec ma configuration, on va le paster, puis on va aller le travailler de notre bord, voir qu'est-ce que ça donne. On a le /users, le /userid, le books et le book ID. Fait que on va aller tester ça. Fait que je dis users /books quelque chose. Fait que je vois que j'ai send ça. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je peux voir que j'ai utilisé le res avec le res.send. C'est ça qui renvoie à une réponse. Hein, parce que là, on avait mis habituellement du texte. Mais là, ce que j'ai à la place, c'est que j'ai renvoyé quelque chose qui s'appelle rec.params. Rec, c'est quoi? C'est le premier paramètre de notre fonction de callback, de notre fonction de rappel. Fait qu'en fait, comment ça fonctionne, ce callback-là? C'est quoi ces deux paramètres-là? Ben, c'est les deux paramètres qui représentent la requête, donc d'où ça vient, puis qui représentent la réponse. Qu'est-ce que je renvoie? Fait que le res.send me permet d'envoyer la réponse que je veux envoyer. On va la regarder plus en détail tantôt. Mais j'ai aussi le rec qui va être la requête puis toutes ses configurations possibles. Fait que en fait, si je fais juste rec tout seul, je regarde ça, là j'envoie ça. Là, il me dit qu'il n'a pas aimé sa vie. Ouais, non, qu'il est un petit peu trop fancy pour ça. Okay, on va le mettre en console log. Hop, hop. Fait que si je regarde le console log du rec, je peux voir que c'est une affaire qui a comme plein d'éléments à l'intérieur. Okay, plein de configurations, plein de manière de voir les choses. Puis, à l'intérieur de ça, on a params, qui va être en fait un objet JavaScript, donc un élément de clé-valeur, une suite de clé-valeur, qui va être avec les deux éléments, le user ID, puis l'autre avec le book ID, qui sont les deux noms que moi j'ai spécifiés. Hein? Puis, avec ces éléments-là, je vais avoir à l'intérieur les valeurs que moi j'ai rentrées à ces endroits-là dans le chemin. Point important à mentionner, ça va toujours être des chaînes de caractères qui vont être reçues. Donc, je peux voir ici dans le book ID, là, on a le 435, mais c'est pas 435, là, c'est la chaîne de caractères 435. Là. Donc, si je veux faire des manipulations mathématiques, il va falloir que je travaille un petit peu avec ça. Ça, c'est bon. On a un peu de variation. Le tiret puis le point sont représentés directement dans l'URL. Ce n'est pas des affaires d'expression régulière. Puis ça peut faire partie du chemin. Fait que tu peux avoir des choses comme ça ici, là, où c'est que, mettons, tu as flights. Puis là, tu as un premier paramètre qui est le from. Tu as un deuxième paramètre qui est un tiret. Puis là, tu as un deuxième paramètre qui est le tout. Fait que quand je vais essayer une route flights, puis là, je peux faire LAX-SFO. Puis ça va être géré dans la liste des différents paramètres. Même principe avec le point. Donc, on peut faire quelque chose, point, quelque chose d'autre, puis ça me permet d'aller chercher chacun des éléments derrière. On est capable aussi de limiter les options possibles. Hein, parce que là, notre paramètre de route fait en sorte que tout passe. Que j'écris n'importe quoi, ça va être considéré comme étant le paramètre. Si je veux, je peux
mettre après le paramètre des expressions régulières. Donc, des expressions régulières comme on a vu, comme on a jasé il y a quelques instants, pour être capable de dire, ben, si c'est des nombres, là, je veux que ça matche. Sinon, ne le considère pas, ne le mets pas dans la liste. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Excellent. Donc, ici, je veux... aller chercher ça. Ça, c'est pas des choses qui sont importantes pour nous. Ouais. Dans notre exemple de livre, est-ce que tu fais la validation si le livre est associé à un item en stock dans une librairie à l'intérieur des expressions régulières ou est-ce que tu passerais par un if else à l'extérieur là, qui viendrait valider l'entrée que la personne a rentrée? La validation serait habituellement faite à l'intérieur de la fonction. Parce que souvent, tu vas vouloir, mettons, faire une mise à jour de ta base de données, aller chercher des informations. C'est pas clair avec des expressions régulières que tu peux construire quelque chose qui va facilement aller chercher ce que tu as besoin. Là. Okay? Parce que le principe d'une expression régulière, c'est que c'est une information qui est comme statique, tandis que aller chercher une valeur qui est possiblement dans une base de données, c'est une information qui est dynamique. Donc, c'est pas quelque chose que tu pourrais mettre facilement dans une expression régulière. Tu peux comme checker la forme, mais pas l'élément spécifique. Parlons de notre méthode de callback. Donc, le principe, c'est qu'on a notre objet qui représente la réponse. Hein, donc, quand on regarde nos fonctions de callback, on a toujours le recrez. Donc, le principe, c'est que ces deux paramètres-là, c'est des paramètres qui vont être automatiquement utilisés. Puis, par convention, on les appelle toujours rec et res. Okay? Donc, c'est la convention. J'aurais pu les appeler banane et maison. C'est juste que ça peut porter facilement à confusion. La majorité d'autres librairies qui travaillent avec la gestion de réponses de requêtes a ces mêmes conventions-là. Fait que c'est quelque chose qui revient souvent. Fait que nous, on vient de voir qu'on a le res, puis le res peut utiliser la méthode send pour retourner une réponse. Mais il existe différentes réponses possibles. Donc, tu peux envoyer un end qui va être juste la fin de la communication, ça va te renvoyer une réponse vide. Je peux envoyer une réponse en JSON. Je peux faire une redirection vers une autre partie d'une autre page, une autre route. Je peux forcer à télécharger un fichier. Ou je peux, nous autres, on utilise le send hein, ici, qui va être envoyé, puis ça va dépendre de qu'est-ce que tu as donné. Okay? Donc, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un objet, ça peut être une valeur booléenne, ou ça peut être un tableau directement. Donc, on peut voir ici que si j'envoie du JSON, ça va le sortir en JSON. Si j'envoie du texte, ça va être considéré comme étant du HTML. Donc, ça va être automatiquement comme géré pour être capable de faire la bonne chose. Il y a un élément qu'il faut faire attention avec le send, qui est le suivant. Donc, le principe du send, hein, quand je suis sur le slash, c'est que je peux envoyer du texte, comme on a vu tantôt. On va faire le get, on va faire le texte. Hein, puis si je le change, il faudrait que je le change pour de vrai. Hein, ça change le texte. Je peux construire un objet, puis ça va être envoyé en JSON dans ce cas-là. Donc, je peux dire test 23, puis virgule, autre, true. OK, fait que je peux voir ici que ça l'a pris l'objet, puis ça l'a converti en JSON. OK, on peut voir la conversion là, parce que les différentes clés ont été mis entre guillemets pour dire que c'est des chaînes de caractères
qui est quelque chose d'obligatoire en JSON, puis qui ne l'est pas quand on travaille avec les objets directement. La chose qu'il faut faire attention, c'est si j'essaie d'envoyer une valeur numérique. Okay, donc, si j'essaie d'envoyer une valeur numérique, ce que je peux voir, c'est que la réponse est vide. Ça ne m'a pas mis le 230, mais le 230 il est quelque part. Il est où? C'est le code de statut qui a été envoyé. Donc, quand on utilise le send, il faut faire attention parce que si on envoie une valeur numérique, lui, il va considérer que cette valeur numérique-là, c'est supposé être le statut de la réponse. Fait que si je veux un 403, hein, je peux l'écrire, qui va dire le forbidden, hein, qui est le 403 automatiquement. Fait que si je veux que ça soit le texte 403 qui est envoyé, c'est à moi de le convertir manuellement avec une conversion de type, hein, pour dire, hey, fais que ça, c'est des strings. Puis avec ça, on a le texte 403 qui est envoyé. Si on veut être plus exhaustif, on a même la version de sendStatus, okay, qui est celui qu'on voudrait utiliser. Là. Okay. Autre élément intéressant à remarquer pour l'instant, mais on va en jaser plus ce vendredi quand on va regarder le middleware. On n'a pas de return dans ces éléments-là. Okay? On a juste le send. Puis le send, ça va être comme l'instruction qui permet de dire que j'ai terminé la requête, je suis prêt à envoyer quelque chose. Mais il faut faire attention parce que si je ne le mets pas, là, OK? Puis mettons, je me trompe, là, je dis return, blabla, là. Quand je vais essayer d'exécuter, lui, en n'ayant pas de send, il va comme être bloqué, là, puis il va comme spinner dans le vide, puis ça va causer des problèmes. Donc, il faut faire attention, les callbacks qu'on est en train de faire, les configurations qu'on est en train de créer, ce n'est pas des fonctions qui retournent des résultats. Hein? Ça va être des fonctions qui vont envoyer des réponses. Il y a une distinction entre les deux. Parfait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Fait que... Super. Fait que ça fait le tour de quoi je voulais jaser avec vous aujourd'hui. On est rendu à mettre ça en application de notre côté pour le restant de la période. Donc, je vais mettre dans notre chat principal. Dans la Teams. OK, on va dire exercice de la journée. Et là, je vais aller repogner ça ici. OK. Ça c'est bon, ça c'est bon. Une question. Oui. Dans le cas de quand on faisait le 2 points dans le string du app-get, si on voulait que, par exemple, 2 points accolade le nom d'une variable, est-ce qu'on pourrait faire un truc que ça prendrait une variable? Reformuler ta question, je ne suis pas certain d'avoir... Donc là, on met 2 points, exemple, books. Ouais. Ça va dans ça crée la clé books, puis là, ça met ce que l'utilisateur a rentré dans la clé books, ça met sa valeur. Dans le fond, c'est la clé qui est créée dans le res. Je me demande si on peut faire la clé à partir d'un script qui viendrait injecter une variable là, dans la clé au lieu de l'écrire textuellement. Oui, ben il y a des affaires. Là, ici, le principe, c'est vraiment juste d'aller rechercher l'information. Attends, on va venir ici, on va aller là.
là, on fait juste prendre l'information qui a été mise dans la route pour être capable d'aller la rechercher par la suite. On va voir que si, admettons, tu veux commencer à construire une structure de données pour aller chercher des choses, puis comme aller travailler sur d'autres éléments, il y a des choses que tu vas pouvoir mettre dans la réponse, que tu vas pouvoir comme trimballer à certains moments, puis aller mettre ça dans ta réponse après. Je sais pas si c'est ça que tu demandais, je sais pas si tu... À la ligne route path, où c'est écrit 2 points user ID, j'aimerais que le user ID, exemple, soit généré dynamiquement par ma structure de données. Je pourrais mettre 2 points, espace, signe de pièce, accolade, je sais pas comment j'appellerais la variable dans le cas-ci. C'est ma question. Tu peux le faire, mais seulement à la configuration. OK? Fait que le principe, c'est que faut comprendre quand les choses sont exécutées. Fait que si on revient de ce côté-là... Au premier chargement. Exactement. Là. Le principe, c'est que quand je le roule, tout ça, ça va être exécuté d'une shot. Puis ça va tout mettre les configurations comme en mémoire. Puis après ça, ça va attendre des choses. Fait que si, quand c'est rendu la première fois de passer là, puis que tu es capable de faire quelque chose qui détermine c'est quoi que tu veux avoir, là, tu peux le faire assez facilement. Fait que des choses comme je veux mettre ça dans une boucle. OK? Puis dans la boucle, je vais avoir un tableau de différentes valeurs parce que j'ai 4-5 versions de ça que je veux utiliser. Là. Ça, c'est faisable. Si tu es en train de me dire je veux que le nom de ce paramètre-là change au fur et à mesure que l'application évolue durant son exécution, ça, c'est pas possible. En fait, ça va prendre un reload à chaque... ouais, c'est ça. Puis le principe de reloader le serveur, c'est pas quelque chose qui... tu fais durant le développement, là, mais tu fais pas ça en production. Là. Le principe de ce serveur-là, c'est qu'il roule tout le temps. OK. Peut-être plus quelque chose en mode local, là, mais en ligne, là, ça peut poser beaucoup de délais. Là. Ouais. OK. Mais sinon, tu mettrais une boucle, exemple, le livre 1, 2, 3, puis là, ça mettrait la clé 1, 2, 3, puis là, tu aurais comme 3 fois la valeur. Exact. OK. Ça pourrait faire ça. OK. Excellent. Donc, j'ai mis dans... je vais aussi le recopier dans le chat ici, juste par principe. Notre exercice à faire aujourd'hui. Donc, on veut se faire un petit serveur qui va avoir différentes routes. Donc, qui va gérer un compteur. OK? Donc, quand on va faire des posts, on va pouvoir faire des get, on va pouvoir faire des delete, puis on va pouvoir utiliser les paramètres de route pour être capable d'augmenter ou diminuer le compteur. Donc, le principe, c'est que ça renvoie la valeur du compteur, puis on est comme capable de créer quelque chose d'intéressant avec ça comme notre premier petit API. Fait qu'on a le restant de la période pour travailler là-dessus. Nous, on se revoit vendredi, où on va pouvoir aller regarder le principe de middleware, qui va nous permettre de passer à travers plusieurs étapes pour être capable de générer notre réponse ou pour être capable de prendre action sur différentes facettes de la connexion avant d'être capable de dire « Voici ma réponse, c'est le résultat que tu recherches ». Évidemment, moi, je suis toujours disponible durant le restant de la période et après. Par Teams, si vous avez quelconque problème, quelconque embûche, quelconque difficulté. Aussi, la vidéo va être mise sur notre playlist qui est disponible sur le channel général du cours. Avec ça, ça serait la fin de notre période magistrale. Le restant de la période est une période de travail. Bonne chance à tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.